Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi ces motifs complexes et symétriques nous captivent tant? Pourquoi passons-nous des heures à contempler les vitraux des cathédrales ou à dessiner des spirales dans nos carnets? La réponse se trouve peut-être dans un symbole ancestral. Aujourd'hui, nous allons parler de la mandala, et je vous promets que vous découvrirez qu'elle est bien plus qu'un simple motif pour les livres de coloriage anti-stress. C'est une véritable carte de l'univers, un outil de méditation et même un miroir de notre subconscient. Nous allons non seulement lever le voile sur tous ces secrets, mais aussi générer quelques mandalas incroyablement belles en direct pendant notre exploration. Commençons donc par le commencement. Le mot mandala nous vient du sanskrit, une langue ancienne. Littéralement, il se traduit par cercle ou disque. Ce symbole est apparu il y a des milliers d'années dans l'hindouisme, puis est devenu un élément clé de la pratique bouddhiste, notamment au Tibet. Mais ce n'est pas qu'un simple cercle. Pour les sages d'autrefois, la mandala était une représentation schématique de l'univers, un espace sacré où résident les divinités. Imaginez non pas un simple dessin, mais le plan bidimensionnel d'un monde spirituel entier. Pour percer le secret de cette magie visuelle, décomposons la mandala en ses éléments constitutifs. Et la première étape, la plus fondamentale, nous mène au cercle. Regardez autour de vous. Le soleil, la lune, l'iris de notre œil, une goutte d'eau qui percute la surface d'un lac, la nature, on le voit, est littéralement fascinée par les cercles. C'est la forme la plus harmonieuse et la plus complète qui soit. Dans la mandala, le cercle va bien au-delà de la simple géométrie. Il incarne l'intégrité absolue et l'unité. Dépourvu de début comme de fin, il devient la représentation parfaite de l'éternité, du cycle infini de la vie, de la mort et de la renaissance. Il est le reflet de l'univers tout entier, englobant absolument tout ce qui existe. De surcroît, le cercle délimite un espace protégé, un véritable sanctuaire. Tout ce qui réside à l'intérieur de ces contours est empreint d'harmonie et d'ordre. À l'extérieur, en revanche, règne le monde du chaos et de l'agitation. En traçant un cercle, nous balisons, pour ainsi dire, un territoire sûr pour notre esprit. C'est le socle, la base sur laquelle s'élaborera l'intégralité du motif. Maintenant que nous avons le cercle, la limite de notre cosmos, plongeons au plus profond de son centre. Dans chaque mandala, sans exception, il y a un point. Mais ce n'est pas un simple centre géométrique, c'est la source. En sanskrit, on l'appelle le bindu, un terme qui se traduit littéralement par goutte ou graine, et ce nom en exprime parfaitement l'essence. Le bindu est le symbole du potentiel non manifesté. C'est le point de singularité, d'où, selon les anciens sages, l'univers tout entier serait né. Imaginez une énergie compressée à une échelle microscopique, prête à éclater en un acte de création. C'est précisément cela le bindu. Lorsque nous méditons en contemplant un mandala, notre regard est naturellement attiré vers ce centre. Il capte l'attention, tel un aimant. C'est un lieu de silence absolu et de profonde concentration, un retour à l'origine, au commencement de toute chose, à notre essence intérieure. C'est de ce centre paisible que se déploie toute la complexité et la beauté du motif, tout comme la richesse de notre propre existence. Et maintenant, à partir de ce point de création de notre bindu, le monde des formes commence à se déployer. Et très souvent, la première forme géométrique importante que nous rencontrons est le carré. Si le cercle symbolise le ciel, l'esprit et l'infini, alors le carré en est l'exact opposé. C'est le symbole de la terre, de la matière, de tout ce qui est structuré, ordonné et mesurable. Pensez-y, le carré possède 4 angles et 4 côtés égaux. Ce sont les 4 points cardinaux, nord, sud, ouest et est. Ce sont les 4 éléments qui, selon les anciens, composent notre monde, le feu, l'eau, la terre et l'air. Le carré est le symbole de notre monde humain structuré et organisé que nous avons bâti pour nous-mêmes. Et surtout, ce carré est presque toujours inscrit dans un cercle. Cela signifie que notre monde terrestre et matériel existe au sein d'une réalité plus vaste, divine et spirituelle. C'est l'harmonie entre l'humain et le divin, entre la structure et l'infini. C'est notre demeure au sein de l'univers. Alors, nous avons construit notre espace sacré,
notre temple terrestre en forme de carré. Mais comment y accéder? Si vous observez attentivement les mandalas complexes et traditionnels, vous remarquerez que des motifs spécifiques se trouvent souvent sur les 4 côtés du carré. Parfois, ils ressemblent à des portes ou à la lettre T. Ce sont ces portes ou portails. Leur fonction est incroyablement importante. Ce n'est pas un simple élément décoratif, mais des entrées symboliques par lesquelles l'adepte pénètre mentalement dans l'espace sacré du mandala. Imaginez que vous vous approchez des portes d'un temple. Avant d'y pénétrer, vous laissez derrière le seuil toute l'agitation du monde, vos soucis et vos angoisses. De même, en franchissant ces portes, l'on dépose à l'extérieur le brouhaha de ses pensées. Parfois, ces portes sont même représentées avec de féroces gardiens protecteurs, qui interdisent l'accès aux pensées négatives et aux distractions. C'est une transition consciente, un passage du monde extérieur du chaos vers un monde intérieur d'ordre et d'harmonie. Bien, nous savons maintenant de quoi est faite une mandale, mais la question essentielle demeure, à quoi sert-elle vraiment? Pourquoi concevoir des motifs aussi élaborés? La réponse est simple, le rôle principal de la mandale est d'être un outil pour notre esprit. Si notre esprit est une rivière tumultueuse de pensées, d'émotions et de souvenirs, alors la mandale est un pont qui enjambe cette rivière. C'est un objet qui nous aide à retrouver notre concentration. Le processus même de contemplation d'une mandale est déjà une forme de méditation. Lorsque vous y concentrez votre attention, votre esprit s'apaise naturellement. Le flot des pensées ralentit, car il trouve un point d'ancrage, un motif symétrique et harmonieux. Cela permet de s'éloigner de l'agitation quotidienne et de plonger dans un état de conscience plus profond. Dans les monastères bouddhistes, les moines peuvent méditer des heures durant sur la même mandale, mémorisant chacun de ses détails. Ils l'utilisent comme un support visuel pour atteindre l'état d'illumination. Ce n'est pas un simple dessin, c'est un véritable outil d'entraînement à la concentration. Plongeons-nous plus profondément dans ce processus méditatif. Imaginez la mandala non pas comme un simple dessin plat, mais comme un labyrinthe tridimensionnel. Lorsque vous commencez à la contempler, votre esprit entreprend un voyage. Vous débutez par les cercles extérieurs, la frontière qui sépare le sacré du profane. Ensuite, vous traversez mentalement les portes, abandonnant derrière vous toutes vos préoccupations. En progressant, vous explorez les motifs complexes et les symboles qui représentent les différents aspects de l'enseignement ou de votre propre monde intérieur. Chaque élément sur ce chemin est porteur de sens. Votre voyage est un mouvement, de la périphérie, du monde de la multiplicité et du chaos, vers le centre. Vers ce point précis, le Bindu, dont nous avons parlé. Ce centre symbolise votre véritable essence, votre conscience pure, libérée de l'ego et de tout jugement. En parcourant ce chemin, vous purifiez symboliquement votre esprit, rejetant tout ce qui est superflu et superficiel, afin de revenir à votre véritable vous-même. C'est un pèlerinage intérieur qui ne nécessite aucun déplacement physique. Abordons maintenant la tradition la plus fascinante et peut-être la plus profonde liée au mandala. Il s'agit des mandalas de sable tibétains, appelés dulkor. Imaginez un groupe de moines penchés sur une immense plateforme. Dans leurs mains, des tubes métalliques spéciaux, appelés chakpur. À travers ces tubes, ils déposent le sable coloré, grain par grain, créant un motif incroyablement complexe, détaillé et coloré. Ce travail peut durer des semaines, voire des mois. Chaque geste, chaque couleur, chaque ligne sont imprégnés d'un symbolisme profond et accompagnés de prières et de mantras. Il ne s'agit pas uniquement de la création d'une œuvre d'art, c'est une méditation collective qui exige une concentration, une patience et un travail d'équipe incroyable. Le processus de création du mandala lui-même est tout aussi important que le résultat final, voire peut-être plus important encore. Des semaines, voire des mois de labeur méticuleux sont maintenant derrière eux. Devant les moines et les spectateurs s'étend un chef-d'œuvre magnifique, resplendissant de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Chaque détail est parfait, chaque symbole scrupuleusement placé. C'est un véritable palais des divinités, incarné dans le sable. On pourrait croire qu'une telle œuvre mériterait d'être conservée des siècles, sous verre, dans un musée. Pourtant, ce qui va se passer est absolument impensable pour un occidental.
Le moine principal saisit un instrument spécial et d'un seul geste il commence à détruire la mandala. Il efface tout simplement ce motif incroyablement complexe, le réduisant à nouveau à un simple monticule de sable multicolore. D'abord, les ornements extérieurs sont effacés, puis les portes, les murs du palais, et enfin, le cœur même de la création est mélangé. Cet acte n'est pas du vandalisme, c'est le point culminant de tout le rituel, sa partie la plus essentielle. Un spectacle sidérant, mais d'une puissance incroyable. Alors, pourquoi détruire une telle splendeur qui a demandé tant d'efforts et de temps? La réponse à cette question est l'une des leçons fondamentales du bouddhisme. Ce rituel de destruction symbolise l'idée de l'impermanence de toute chose. C'est ce qu'on appelle anitya en sanskrit. Tout ce que nous créons, tout ce que nous aimons, tout ce à quoi nous nous attachons dans ce monde matériel, qu'il s'agisse d'une magnifique œuvre d'art, de notre propre corps ou même de nos émotions, tout cela est éphémère. Tout cela, tôt ou tard, changera et disparaîtra. Le rituel de destruction du mandala est une illustration vivante de cette loi universelle. Il nous enseigne à ne pas nous accrocher aux choses, à ne pas nous attacher aux fruits de notre travail. Il nous apprend à lâcher prise, car la véritable beauté et la sagesse ne résident pas dans la chose elle-même, mais dans le processus de sa création et la leçon qu'elle nous transmet. Une fois la mandala entièrement démantelée et son sable recueilli dans une urne, le rituel ne s'achève pas. Ce mélange de grains de sable colorés, qui formait autrefois un motif d'une extrême complexité, est désormais considéré comme sacré. Les moines transportent ensuite cette urne jusqu'à la rivière, au lac ou à l'océan le plus proche, et y dispersent le sable dans les eaux. Ce geste ultime symbolise la propagation de la bénédiction et de l'énergie curative de la mandala aux quatre coins du monde. L'eau emporte ces grains, et ceux-ci se répandent partout, apportant harmonie et paix à tous les êtres vivants. C'est une métaphore magnifique et poétique de la manière dont l'énergie positive, accumulée durant les longues heures de méditation et de création, retourne à l'univers. La boucle est bouclée. Du chaos émerge l'ordre, et cet ordre retourne ensuite au chaos après avoir enrichi le monde de son harmonie. Le cycle est accompli. L'histoire du mandala aurait pu demeurer l'apanage des monastères orientaux, si ce n'était pour un homme qui a bouleversé notre compréhension de l'âme humaine. Au début du XXe siècle, le grand psychanalyste suisse Carl Gustav Jung a dévoilé ce symbole millénaire au monde occidental, et il ne l'a pas fait par le biais de traités religieux, mais à travers ses patients. Jung était un observateur d'une perspicacité incroyable. Il a remarqué que nombre de ses patients, traversant des périodes de crise psychique, de stress intense ou de profonde transformation, se mettaient spontanément, instinctivement, à dessiner des motifs circulaires et symétriques. Ils ignoraient tout de la mandala et n'avaient jamais vu de dessin tibétain. Pourtant, leur psyché elle-même, de l'intérieur, générait ces images. Jung a compris que cela ne tenait pas du hasard. C'était un cri de l'âme en quête de secours, une tentative instinctive de la psyché de s'auto-guérir, de retrouver son centre et de rétablir un ordre intérieur. Pour Carl Jung, la mandala occupait une place centrale dans sa psychologie. Il y voyait bien plus qu'un simple motif esthétique, un symbole archétypal universel, le symbole de ce qu'il nommait le soi. Le soi, avec cette majuscule distinctive, représente le noyau de notre personnalité, notre essence la plus profonde. C'est cette partie de nous qui réconcilie toutes les polarités, le conscient et l'inconscient, le masculin et le féminin, l'ombre et la lumière. Selon Jung, le but ultime de notre existence réside dans le processus d'individuation, devenir pleinement soi-même et atteindre une forme de complétude. Et la mandala en est l'expression visuelle même de cette intégrité. Lorsqu'une personne dessine une mandala, elle crée en quelque sorte une carte de son âme à un moment donné. Elle tente d'ordonner son monde intérieur, d'y trouver équilibre et harmonie. C'est un dialogue intime avec son moi profond, qui s'opère dans un langage symbolique que notre psyché déchiffre sans mots. Et si nous démystifions un mythe très répandu, beaucoup pensent que le mandala est purement ésotérique, religieux et complexe, qu'il faudrait être bouddhiste, maîtriser des langues anciennes et croire en la réincarnation pour pouvoir l'utiliser.
mais il n'en est rien. Grâce à Carl Jung, le mandala est aujourd'hui avant tout un outil d'art-thérapie extrêmement puissant et accessible à tous. Pas besoin d'être croyant ou artiste pour en ressentir la force thérapeutique. Le simple fait de dessiner ou de colorier un mandala a un effet thérapeutique profond. Cela aide à détourner l'attention des pensées anxieuses pour la focaliser sur la création, à apaiser le système nerveux et à atteindre un état de flow. Lorsque vous remplissez minutieusement de couleurs ces motifs symétriques, vous mettez en quelque sorte de l'ordre. Et cet ordre qui prend forme sur la feuille se transfère ensuite dans votre esprit. Réfléchissons un instant. Pourquoi les mandalas à colorier sont-ils soudainement devenus un phénomène mondial? Pourquoi des adultes sérieux aux quatre coins du monde achètent-ils ces coloriages en apparence enfantins et y passent-ils des heures? La réponse se trouve dans notre cerveau. Notre quotidien est saturé de chaos, de multitâches et de bruit informationnel. Nous prenons constamment des décisions, analysons et nous inquiétons. Colorier un mandala offre à notre cerveau une tâche complètement différente. C'est une activité monotone, rythmée et créative. Elle sollicite les deux hémisphères du cerveau. Le gauche, responsable de la logique du choix des couleurs et du respect des contours, et le droit, en charge du processus créatif et de l'intuition. Cela nous plonge dans un état très proche de la méditation, parfois sans même que nous nous en rendions compte. Le pouls ralentit, la respiration s'approfondit et le niveau des hormones de stress diminue. C'est une forme de pleine conscience simple et accessible qui contribue à réinitialiser notre système nerveux. Et le langage de la mandala, alors? Dans les enseignements orientaux traditionnels, chaque élément possède une signification symbolique profonde. C'est un véritable code visuel. Par exemple, le choix d'une couleur n'est pas qu'une simple question de goût. Chaque couleur est porteuse de sa propre vibration et de son propre sens. Le rouge, c'est l'énergie, la passion, la vitalité, mais il peut aussi symboliser la colère. Le bleu, c'est la sagesse, la sérénité, la spiritualité. Le jaune, l'intellect, la joie et la lumière. Le vert, la couleur de la nature, de la guérison et de la croissance. Même les formes géométriques sont très parlantes. Le cercle, on le sait, incarne l'unité et la plénitude. Le carré, lui, représente la stabilité et le monde matériel. Le triangle pointe vers le haut, symbolise l'aspiration spirituelle, pointe vers le bas, il évoque l'ancrage dans la matière. Quant à la spirale, elle incarne le développement et le mouvement de l'énergie. En comprenant ce langage, on ne se contente plus de simplement dessiner, on peut créer consciemment une mandala intention en y insufflant des objectifs et des désirs bien précis. L'un des symboles les plus répandus et les plus beaux que l'on retrouve dans les mandalas est la fleur de lotus. Et ce n'est pas un hasard. Le lotus incarne un symbole d'une puissance incroyable sur le chemin spirituel de l'être humain. Imaginez sa croissance. Ses racines plongent dans l'eau boueuse et limoneuse au fond de l'étang. C'est le symbole de notre monde matériel, un monde de passion, d'ignorance et de souffrance. Malgré cela, sa tige s'élève, traversant les eaux troubles vers la lumière. Et à la surface, il déploie sa fleur d'une pureté et d'une beauté immaculée que la boue n'a pas souillée. C'est là la métaphore de l'éveil spirituel. L'être humain, à l'image du lotus, peut émerger de la boue du samsara et révéler sa véritable nature, pure et divine. C'est pourquoi le lotus, au centre d'un mandala, symbolise souvent la conscience illuminée. Et nous voici arrivés à l'essentiel. Vous n'avez pas besoin d'être un moine tibétain ou un disciple de Carl Jung pour exploiter le pouvoir d'une mandala. Vous pouvez créer votre propre mandala, unique en son genre, dès maintenant. Pour cela, nul besoin de compétences artistiques, d'outils spécifiques ou de connaissances approfondies en symbolisme. Tout ce dont vous avez besoin, c'est une feuille de papier, un crayon ou un stylo, et le plus important, la confiance en vous. Tracez simplement un point au centre de la feuille. Ce sera votre bendu, votre point d'origine. Ensuite, sans réfléchir ni analyser, commencez à dessiner autour. Laissez votre main bouger comme elle le souhaite. Il peut s'agir de cercles, de pétales, de spirales, de triangles, de toutes sortes de lignes et de motifs. Ne cherchez pas à faire beau ou juste.
exprimez simplement ce qui est en vous à cet instant. Ce processus s'appelle le dessin intuitif. Une fois que vous avez terminé, posez votre stylo et contentez-vous d'observer ce qui en est ressorti. N'essayez pas de critiquer ou de juger si c'est beau ou laid. Observez, tout simplement. Votre mandala personnel et intuitif n'est pas un simple dessin, c'est le reflet le plus fidèle de votre état intérieur, ici et maintenant. C'est un cliché unique de votre âme capturé à cet instant précis. Quelle forme prédomine? Des angles vifs et acérés peuvent révéler une tension ou un conflit sous-jacent. Des lignes douces et arrondies, en revanche, suggèrent l'harmonie et l'acceptation. Le motif est-il symétrique et ordonné ou chaotique et enchevêtré? Tout cela n'est pas le fruit du hasard, c'est un message direct de votre inconscient. Ce dessin peut vous apporter plus d'indices sur votre état que des heures de réflexion. C'est une conversation honnête avec vous-même, sans un seul mot, qui vous aide à mieux cerner vos véritables émotions. Concentrons-nous à présent sur 2 points particulièrement frappants. Le premier est le rituel de destruction des mandalas de sable. Imaginez des semaines de travail minutieux, de prière, de concentration pour créer une œuvre d'une beauté incroyable. Et tout cela pour la balayer en un instant, démontrant que rien n'est éternel en ce monde. C'est une leçon incroyablement puissante sur le non-attachement que la culture occidentale, obsédée par la préservation et l'accumulation, a souvent beaucoup de mal à saisir. Ce n'est pas du vandalisme. C'est une forme suprême de pratique spirituelle. Le deuxième moment clé, c'est la découverte du mandala par Carl Jung. Il a transféré ce symbole oriental ancien du domaine de la cosmologie à celui de la psychologie humaine. Jung a montré que l'aspiration à la complétude, à l'unification des opposés en nous, est un besoin inné de notre âme. Et le mandala est ce langage universel par lequel l'âme exprime son désir d'unité. Il a transformé un artefact religieux ancestral en une clé pour comprendre l'homme moderne. Alors, qu'est-ce qu'un mandala en réalité? C'est bien plus qu'un simple beau motif circulaire. C'est à la fois une carte ancienne de l'univers et un navigateur contemporain de notre monde intérieur. C'est un outil qui nous aide à trouver notre centre dans le chaos de la vie et à nous rappeler notre complétude. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous avez pu poser un nouveau regard sur ce symbole fascinant. Si ce voyage au cœur des significations sacrées vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et maintenant, une question pour vous. Avez-vous déjà dessiné ou colorié des mandalas? Qu'avez-vous ressenti à ce moment-là? Partagez votre expérience en commentaire, je serai ravie de vous lire.